tous et bienvenue sur une toute nouvelle chaîne dédiée à la ville de Marseille. On parle énormément de Marseille dans les médias. Seulement, l'image qu'on lui donne est plutôt restreinte. Les cités, les affaires de drogue, les rendements de compte entre gangs, ou encore le pastis et la pétanque. Résidente marseillaise depuis un an, j'ai envie de présenter Marseille sous un autre jour. Son histoire, sa culture et tout ce que Marseille peut vous apporter. Voici donc le premier épisode de Massalia, etc. Les médias mis à part, beaucoup d'anecdotes circulent sur Marseille et son histoire. Certaines vraies, d'autres fausses, et bien d'autres quelque peu exagérées. Penchons-nous sur ces faits et tentons de démêler le vrai du faux. Voici donc la première légende sur la ville de Marseille, et c'est bien sûr sa fondation. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, Marseille a été fondée il y a, attention, 2600 ans, et oui, par des Grecs venus de la ville de Phocée. Et c'est bien sûr cette origine qui donne son surnom de cité phocéenne à Marseille. On connaît un paquet de légendes sur la création de cités. Et bon nombre d'entre elles résultent de guerres, de violences, de sang. Je ne vous reparlerai pas bien sûr de la légende de la création de Rome avec ce conflit et cette bataille entre deux frères, Rémus et Romulus. Mais, à contrario des mythes romains, les Grecs aimaient l'idée de s'être installés pacifiquement. Bien sûr, ça les aidait à s'installer dans un nouveau pays et à être acceptés dans celui-ci. Voici donc la légende de la création de Marseille. Quel est le meilleur moyen pour raconter une légende d'installation pacifique? Je vous le donne en mille, le mariage bien sûr. Et celui-ci réunit Gyptis et Protis. Cette histoire est parvenue jusqu'à nos jours grâce aux écrits de Platon et de Justin. Donc, comme souvent dans les villes grecques, Phocée était devenue trop petite et trop pauvre pour nourrir et accueillir la totalité de sa population. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on envoyait une expédition chercher un terrain disponible ou pas dans la Méditerranée afin d'y créer une nouvelle ville. Phocée envoie donc Protis et Simos à la tête d'une flotte. Selon la légende, ils seraient arrivés sur la terre du chef de Ségobridge, le roi Nanos, dans le sud-est de la France actuelle. Les Grecs débarquent, bien sûr, le jour du mariage de sa fille. Cette cérémonie était complètement différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Gyptis, fille du roi Nanos donc, choisissait son futur mari lors d'une réception. Elle circulait parmi les invités mâles, une coupe à la main, et le tendait à l'homme qu'elle avait choisi. Nanos avait, bien évidemment, invité les Grecs à participer à la cérémonie, et Gyptis a choisi Protis comme futur époux. Le roi leur offre comme cadeau de mariage une terre où s'installer, le nord de la calanque du Lacidon, Massalia est née. Cette légende, quelque peu féministe vous en conviendrez, est très connue. Elle a d'ailleurs inspiré non moins que Guillaume Apollinaire dans son livre La fin de Babylone en 1914. Le narrateur du livre vient à Marseille quelques années après sa fondation. Il rencontre et discute avec un homme qui a assisté à la cérémonie de mariage. Il raconte qu'au départ, c'est lui que Gyptis avait choisi pour devenir son futur mari. Mais voyant qu'il était ivre et ayant entendu une de ses mauvaises plaisanteries, elle lui aurait demandé de rendre la coupe et de la donner à son voisin Protis, qu'elle aurait désigné dès le départ. Et bien sûr, il insiste sur la ruse de Protis, qui s'était abstenu de boire dans ce but. Faisons un grand pas dans l'histoire et intéressons-nous maintenant à la Marseillaise. Non, la Marseillaise n'a pas été écrite à Marseille, ni même par un Marseillais. Vous vous imaginez sans doute que cette chanson a été écrite par un révolutionnaire, puisque Septime est révélatrice de la Révolution. Eh bien non, elle a été écrite par un capitaine de l'armée, Claude Rouget de Lille. Alors qu'il est en garnison à Strasbourg, le maire de la ville, Frédéric de Dietrich, lui demande d'écrire une chanson pour la marche des soldats. Et donc, le 25 avril 1792, Chant de guerre pour l'armée du Rhin est créé. Et ce, au moment de la guerre opposant la France révolutionnaire aux rois de Bohême et de Hongrie.
Pour gagner cette guerre, le gouvernement révolutionnaire lance un appel aux volontaires afin d'aider l'armée. Mireur, un homme inscrit sur la liste de Toulon, prend connaissance du chant et l'interprète à Marseille, qui la rejoint avec son unité. La scène se passe à la fin d'un banquet dans la rue Tubneau et deux journalistes sont présents, Alexandre Ricord et Micoulin. Le chant a eu un tel succès qu'ils décident de le publier. Les troupes de volontaires de la région marseillaise gagnent Paris à pied et entonnent chant de guerre pour l'armée du Rhin, dans chaque ville sur leur route. Et bien entendu, ils le chantent en rentrant dans Paris en juillet 1792. Le succès est phénoménal et le chant est très vite enseigné sur les places publiques. D'abord appelé l'hymne des Marseillais, il s'appellera ensuite la Marseillaise. Le nom vient donc de la propagation de l'hymne par des Marseillais et non pas par sa ville d'origine. C'est à la même époque que se déroule l'histoire de la sardine qui a bouché le port de Marseille. Les Marseillais sont connus dans toute la France non seulement pour leur accent chantant, mais aussi, bien sûr, pour leur tendance à exagérer. Ce trait de caractère date du récit de Pythéas, sur lequel je reviendrai dans un prochain épisode. Mais revenons à cette anecdote, parfait exemple du bouche à oreille. On sait que cette légende est apparue au plus tard à la fin du XVIIIe siècle. Mais comme pour toute légende, de nombreuses hypothèses peuvent expliquer cette histoire un peu loufoque. Première hypothèse, la pêche des sardiniers. La pêche à la sardine était un métier où l'on se plaignait souvent. Soit parce que la pêche était trop abondante, ce qui faisait baisser les prix et le poisson était rejeté à la mer, soit parce que la pêche était pas assez abondante. Donc, ça aurait mené à une grève. Le seul problème de cette hypothèse, c'est que la légende est trop ancienne et qu'une grève à cette époque-là aurait pas été très bien tolérée. Et en plus, on n'en trouve absolument aucune trace dans la presse. Deuxième hypothèse, en 1596, le vieux port aurait été envahi par un troupeau de dauphins. Cette hypothèse, qu'on peut lire chez Fornery, dit que les dauphins attaquaient les bateaux, les hommes dans l'eau, et que toutes les boutiques ont fermé. Les magistrats marseillais ont fait appel à l'Église catholique, et comme leur évêque était absent, ils ont demandé au cardinal de faire venir quelqu'un avec un pouvoir spirituel. Le cardinal a envoyé l'évêque de Cavaillon, Bordini, qui est venu faire un exorcisme. Et selon la légende, l'exorcisme aurait marché et les dauphins seraient sortis du vieux port. Mais pourquoi le dauphin serait devenu dans la légende une sardine? Au moins, on peut expliquer scientifiquement pourquoi un troupeau de dauphins serait venu se réfugier dans le vieux port. En Bretagne, un fait scientifique a été prouvé. Un énorme banc de sardines est venu se réfugier près des rivages pour fuir le beluga. Le beluga était une sorte de dauphin. Et le dauphin, aimant la présence de l'homme, serait rentré dans le port pour chasser cette sardine. De plus, on utilise souvent le singulier pour parler d'un groupe. On dit par exemple «la sardine se fait rare ces derniers temps». Et le terme boucher pourrait signifier occuper totalement. Par exemple, une opportunité de carrière qui serait bouchée. Donc, la sardine aurait bouché le port à cause du fait que les dauphins seraient venus la chasser dans le vieux port. Troisième hypothèse, le conte de Frédéric Mistral qui se nomme Gros Poisson. Dans cette histoire, un martégal, un habitant de Martigues, allait chaque jour à Marseille et avait pris l'habitude de raconter les nouvelles en rentrant chez lui. Mais un soir, n'ayant rien à raconter, il inventa l'histoire d'un gros poisson qui aurait bouché le port. Les martégots, plutôt surpris et curieux, décidèrent de se rendre tout de suite à Marseille pour voir cela de leurs propres yeux. Et notre narrateur, voyant l'exode total, se dit que pour qu'il y ait autant de monde qui se rende à Marseille, il fallait bien que cette histoire soit vraie. Plutôt marrante, plutôt invraisemblable, cette histoire a en tout cas été écrite en 1856, ce qui serait trop tard
pour qu'elle puisse être à l'origine de cette légende. Donc, nous voici à la quatrième hypothèse. Elle nous est bien sûr relatée par Bruno Roberli, historien local. On pourrait se dire que, puisqu'elle est relatée par un historien, on pourrait lui accorder toute notre confiance. Mais même lui émet des doutes concernant sa véracité. En 1835, une barque de pêche nommée la Sardine aurait sombré au milieu de la Darse, devant le port de Marseille. Il semble tout de même peu probable qu'une toute petite barque de pêche ait pu bloquer l'entrée d'un port. Nous pourrions éventuellement envisager que lors de l'évacuation de l'épave, les bateaux assemblés auraient gêné la circulation. Mais rien que par sa date, 1835, cette histoire est arrivée après la création de la légende. Je sais, ça commence à faire beaucoup d'hypothèses. Mais comme je vous l'avais dit, une légende aussi énorme que celle-ci, on a forcément énormément écrit dessus. Donc, cette cinquième hypothèse se serait déroulée durant la guerre franco-hispano-anglaise, juste après la Révolution. Pour interdire l'entrée aux Anglais, qui sont bien sûr les ennemis des Français, les Marseillais auraient volontairement coulé dans la passe une unité qui s'appellerait la Sardine. Certains précisent même que le renflouement de l'épave aurait été mené par un ingénieur de génie maritime, Molinari. C'est une autre légende, Molinari, je reviendrai dessus dans un prochain épisode puisque c'est quasiment devenu une expression marseillaise. Mais revenons à cette sardine, cette unité que les Marseillais auraient coulée au milieu du port pour bloquer l'entrée aux Anglais. On peut, pour cette hypothèse, se pencher sur un document détenu par le musée de la Marine de la Chambre de commerce de Marseille, un lavis qui n'est pas daté. Le tableau représente un bateau toute voile dehors couché au milieu de la passe. Et il se nomme Marseille, historique maritime, la sardine qui a bouché le port vieux. La légende, qui utilise le terme port vieux alors que vieux port est déjà un nom ancien, prouve qu'il s'agit d'une citation d'un document encore plus ancien. Mais pour bien comprendre cette hypothèse, il faut remettre le contexte. Nous sommes donc juste après la Révolution française. Les Marseillais et les Toulonnais se rebellèrent contre le gouvernement révolutionnaire et contre le régime de la Terreur. Vous pensez bien que ça n'a pas tellement plu au gouvernement, et ils ont décidé de couper l'apport des vivres dans ces deux villes. Et comme la France était en guerre contre les Anglais et les Espagnols, ces derniers avaient également coupé les vivres par la mer. Les Marseillais, qui crevaient un peu la dalle, ont décidé d'envoyer deux délégués, Cézanne et Labat, voir l'amiral Hood pour obtenir une assistance. Et donc, selon la légende, le 23 août 1793, Hood envoya la frégate la Némésis avec un pavillon parlementaire. Seulement, dans le Vieux-Port, le capitaine Darijard, qui commandait le corsaire La Sardine, en voyant une frégate anglaise et ignorant qu'il y avait eu des accords, fit couler et échouer son bateau, la Sardine donc, pour boucher le port. Mais pourquoi a-t-il coulé son bateau au lieu d'attaquer ? Puisque pour un capitaine, couler son bateau a de graves conséquences, notamment des poursuites judiciaires. Et un bateau corsaire, généralement, appartient à un armateur, qui serait pas ravi si son bateau coulait. Puisque le capitaine n'est pas souvent propriétaire, et ça veut dire qu'il n'a pas vraiment le droit de couler son bateau. Donc, ne pouvant ignorer le drapeau parlementaire, qui est évidemment le drapeau blanc des mers, de plus, il y avait une chaîne à l'entrée du port, qui a été volée en 1423, mais qui a été remplacée en 1452. Donc, il y a peu de chances que le capitaine ait fait couler son bateau à l'entrée du port, ce qui remet bien sûr en doute cette hypothèse. Une autre hypothèse met en scène un bateau qui s'appellerait en réalité la Sartine. Certains disent qu'en 1799, elle ramenait des prisonniers français de Pondichéry qui avaient été libérés par les Anglais, et d'autres disent qu'il rapatriait en réalité la garnison de Pondichéry. Quoi qu'il en soit, des Français embarquent sur une frégate nommée la Sartine en hommage au ministre de la Marine sous Louis XVI, Antoine de Sartine.
Le navire, affrété pour ramener des prisonniers en France, arbore soit le drapeau anglais, soit le drapeau blanc. Les hypothèses sont nombreuses, afin d'éviter qu'un navire anglais ne les attaque. Peine perdue puisque la frégate se fait tout de même tirer dessus par un bateau anglais, tuant le capitaine et plusieurs membres de l'équipage. Après explication avec l'ennemi, la Sartine, qui n'a pas trop de dégâts matériels, repart, sans capitaine, en direction de Marseille. Et comme si une attaque ne suffisait pas, arrivée à leur destination, la Sartine fait une erreur de navigation et s'échoue à l'entrée du port de Marseille. Le bateau aurait de telles dimensions qu'en s'échouant, il a bloqué le passage de tous ceux qui voulaient entrer ou sortir du port. Enfin, une dernière hypothèse plutôt amusante. Comme je l'ai dit plus tôt, à l'entrée du port de Marseille figurait une chaîne, ou en réalité deux chaînes, une grosse et une petite. Et dans plusieurs écrits, on semble dire que la petite chaîne s'appelait la sardine, et donc une sardine aurait bien bouché l'entrée du port. Et voilà comment un simple bateau ou une simple chaîne, puisque ce sont les deux hypothèses les plus plausibles, deviennent un animal par le bouche à oreille. Et si l'anecdote a ridiculisé des Marseillais, elle s'avère presque réalisable, non? Les deux prochaines anecdotes sont liées à la boisson. Et la première est le café. Le café, donc, est arrivé en Europe par Venise au XVIIe siècle. Il s'est ensuite répandu dans tous les pays d'Europe. Appelé vin arabe, il débarque en 1644 dans le port de Marseille à bord d'un navire en provenance d'Alexandrie. Comme pour toute nouveauté à la mode, il y eut d'abord quelques connaisseurs qui le firent connaître à leurs proches, comme Larocque à Marseille ou Thévenot à Paris. La consommation du café se répandit à partir d'une vente publique près du port de Marseille. En quelques années, le café allait devenir général à Marseille, certainement dû à sa proximité avec les pays qui le consommaient. Il n'est donc pas étonnant que ce soit à Marseille que le premier café public est ouvert, sur le modèle des maisons de café du Proche-Orient. Il a été créé par l'Arménien Pascal et il se trouvait près de la loge sur le Vieux-Port. Vrai lieu d'échange où les règles de la hiérarchie sont assouplies. C'est tout de même, évidemment, un lieu exclusivement masculin. Mais c'est un lieu intermédiaire entre le travail et le loisir et il permet à des résidents aussi bien qu'à des gens de passage, tels les marins, de s'intégrer. La mode gagne rapidement la capitale et en 1723, on compte à Paris 324 cafés publics. La deuxième anecdote porte sur le pastis, boisson associée bien évidemment au Sud et aux Marseillais par excellence. Il faut dire qu'elle a été créée à Marseille. En 1932, Paul Ricard innove la boisson à base d'anis, le pastis. Sa recette est à base d'anis étoilé, d'anis vert et de réglisse. Voilà, Ricard, le vrai pastis de Marseille. Pour que sa boisson se vende le mieux possible, Ricard place entre le bouchon et le goulot de chaque bouteille une pièce d'argent. Ainsi, à chaque fois qu'un serveur de bar ouvrirait une bouteille de pastis, il récupérerait la pièce. Par ce stratagème commercial, Paul Ricard s'assurait que les serveurs recommanderaient le pastis à ses clients. Et c'est là également une des premières formes de pourboire. Et voilà pour ce premier épisode de Massalia, etc. qui relatait les légendes de Marseille. J'espère que ça vous a plu et que vous continuerez à me suivre pour de prochaines vidéos. Et pour cela, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. Allez, au prochain épisode.